Alors bonjour, donc une petite vidéo pour faire un retour sur le chapitre 11, donc reconstituer et comprendre les variations climatiques passées. Alors en fait ce que je voulais c'était passer rapidement sur le début du chapitre et par contre commenter un petit peu plus avant en fait la fin du chapitre. Et donc très rapidement il existe un certain nombre de méthodes qui permettent donc de reconstituer les climats du passé, méthodes qu'on a vues. Donc je passe très vite dessus, mais en gros ces méthodes reposent sur l'étude d'anciennes roches, de glace, de restes d'organismes du passé. Et voilà, et en fonction de si c'est un passé ancien ou un passé plutôt plus récent, on n'utilise pas les mêmes indices. Donc je vous laisserai regarder ça. Ces techniques ne sont a priori pas à connaître précisément pour une rédaction. Donc voilà, mais il faut connaître un petit peu le principe des principales, avec par exemple le delta O18 dans la glace ou dans les sédiments, l'étude des pollens, et savoir qu'il existe donc des roches qui sont typiques des climats très chauds ou au contraire des climats très froids. Voilà. Alors maintenant, en ce qui concerne les causes du changement climatique, c'est un petit peu pareil que pour les indices. Il y a vraiment une distinction qu'il faut faire entre les causes en fait à faible échelle de temps, à petite échelle de temps, et les causes à plus grande échelle de temps du changement climatique. Alors, ça, je l'avais dit, mais donc je vais passer un peu rapidement dessus, mais à courte échelle de temps, donc sur le dernier million d'années là de l'histoire de la Terre, on s'aperçoit qu'il y a en fait des cycles climatiques avec de longues périodes où il fait très froid, qu'on appelle les glaciations, et des plutôt plus courtes périodes où il fait plus chaud, qu'on appelle les interglaciaires. Donc ça, on le sait grâce aux indices de la partie précédente. Et en fait, donc on a cherché à expliquer d'où venait cette variation cyclique à l'échelle de 1 million d'années. Et bien en fait, ces variations cycliques, elles viennent de variations de ce qu'on appelle les paramètres astronomiques de la Terre. Alors les paramètres astronomiques de la Terre, en fait, c'est la position et l'orientation de la Terre par rapport au Soleil. La Terre tourne autour du Soleil, et en fait, la manière dont elle tourne, la manière dont elle est orientée, varie de façon légère, mais périodique au cours du temps, des trois manières qui sont visibles là sur l'illustration 7. Donc je n'en commente qu'une. Par exemple, si on prend l'obliquité, c'est peut-être une des plus faciles à comprendre. L'obliquité, c'est le fait que la Terre, en fait, elle est inclinée sur son axe de rotation. Son axe de rotation, il n'est pas du tout vertical par rapport à sa rotation autour du Soleil. Il est penché. Et le degré avec lequel elle est penchée, la Terre, son obliquité, varie au cours du temps. C'est-à-dire qu'au cours du temps, il y a des périodes, elle va être un peu plus penchée, au contraire, elle va être un peu plus redressée sur son axe, et la périodicité de ces variations, de cette oscillation de l'axe de rotation de la Terre, c'est 41 000 ans. Et donc le résultat, c'est que si on additionne en fait les effets des variations de ces paramètres, on aboutit à ces cycles d'environ 100 000 ans, qui sont une alternance donc de glaciation et d'interglaciaire. Donc voilà. Alors, pour rajouter une précision, en fait, ces variations de paramètres astronomiques, ils ne suffisent pas à expliquer l'ampleur des différences en fait de température entre les interglaciaires et les glaciations.
en effet, il y a 10 degrés de différence entre un interglaciaire et une glaciation. C'est vraiment énorme. Et donc il faut qu'il y ait des phénomènes amplificateurs qui, une fois que par exemple une glaciation est lancée, ou qu'un réchauffement est lancé, il y a des phénomènes qui se rajoutent et qui augmentent le réchauffement ou augmentent la glaciation qui est en train de se faire. Et un exemple important de ce genre de phénomène d'amplification, c'est la modification de l'albédo de la Terre en raison de la modification de la surface de la Terre couverte par les glaces. Alors, ça a l'air un peu compliqué comme ça. Dans les faits, l'idée est assez simple. Tout simplement, s'il fait plus chaud, la couverture glaciaire de la Terre diminue, les calottes glaciaires fondent, il y a moins de glaciers, etc. Et il se trouve que les glaciers, c'est blanc, donc ça réfléchit très fortement la lumière. Donc en fait, ça a un albédo qui est très élevé, car l'albédo, donc c'est la capacité de réflexion d'une surface de la lumière. Donc un albédo de 1, c'est une réflexion totale, un albédo de 0, c'est une absorption totale. Donc la glace, c'est un très fort albédo, puisque ça réfléchit très bien la lumière. Et donc forcément, s'il y a moins de glace, la Terre, globalement, réfléchit moins la lumière. Donc du coup, elle absorbe plus d'énergie solaire, donc ça augmente encore la température, ce qui fait fondre encore plus de glace, etc. etc. Voilà. Donc il y a ce genre de phénomène qui amplifie. Alors maintenant, ça c'est valable sur donc des échelles de temps qui sont des échelles de temps comme on a vu, avec des dizaines, des centaines de milliers d'années. Maintenant, la Terre, elle est extrêmement âgée, et donc à plus longue échelle de temps, quand on est en millions d'années, en dizaines de millions d'années, il y a d'autres facteurs qui jouent à plus long terme. Alors, et dans ce cas, le facteur majeur, c'est en fait, est-ce que globalement l'effet de serre est plus ou moins important sur Terre? Alors l'effet de serre, très rapidement, parce qu'on l'a vu en enseignement scientifique, c'est la manière dont l'atmosphère de la Terre va garder une partie des rayonnements lumineux du Soleil qui sont réfléchis sous forme d'infrarouge, et en fait ces rayons ils vont entre guillemets ricocher dans l'atmosphère et ça va réchauffer plus la Terre. En fait, si l'effet de serre est très élevé, la température de la Terre globale sera très élevée. Si l'effet de serre faiblit, est plus faible, la température globale de la Terre sera plus faible. Et donc, ce qu'on observe, c'est que le principal gaz à effet de serre dont les teneurs varient aux essais géologiques, c'est le CO2. Forcément, c'est toujours lui. Hein. Et ce qu'on voit, c'est que quand on reconstitue à l'échelle en fait des 550 derniers millions d'années sur Terre, ce qui correspond aux grandes aires géologiques, l'ère primaire ou paléozoïque, l'ère secondaire ou mésozoïque et l'ère tertiaire ou cénozoïque. Donc à cette échelle-là, si on reconstitue en fait la courbe des températures, alors la courbe des températures, donc elle est là, d'accord. Donc en fait c'est la courbe bleue ici, et qu'on reconstitue la courbe de la teneur en CO2 de l'atmosphère, la courbe géocarbe qui est en vert là. Alors le vert qu'il y a là, c'est la marge d'erreur. Donc on voit il y a quand même une grosse marge d'erreur, mais ça donne quand même une idée. On voit que les deux courbes sont clairement liées. Voilà, quand il y a un CO2 très élevé, la température sur Terre est très élevée. Quand il y a un CO2 qui est beaucoup plus bas, une teneur en CO2 qui est beaucoup plus bas, la température sur Terre est beaucoup plus basse. Donc le facteur majeur qui modifie la température sur Terre à grande échelle de temps, c'est clairement la teneur en CO2. Alors du coup, qu'est-ce qui fait varier la teneur en CO2 à échelle de temps géologique? Il y a plusieurs choses, en fait, c'est ce que j'expliquerai dans une autre vidéo plus tard. Voilà. Bonne journée.